Votre émission médicale vous est présentée en partenariat avec santémaghreb.com, le guide de la médecine et de la santé au Maghreb. Alors, je vous propose tout de suite de traverser, d'aller en Picardie, retrouver alors un visage que les téléspectateurs, parmi ma génération et les plus jeunes, connaîtront. Si je vous dis les mystères de l'amour, Hélène et les garçons, la grande patiente pour les plus jeunes, je pense que ça va dire quelque chose. Je vous propose d'aller retrouver tout de suite la sympathique et agréable et non moins chaleureuse Coralie Collier. Bonjour Coralie. Bonjour. T'as vu la présentation? Super, là, je pouvais pas rêver mieux. Tu ne m'as rien soufflé, c'est la spontanéité qui fait parler. Alors, Coralie, on se retrouve, on s'était vu il y a 1 an et demi de ça? C'est 2 ans? ça. Ah oui, tout à fait. On Mhm. s'était vu dans les locaux de BePatient pour parler de la spondylarthrite, de mes projets pour mettre la maladie en lumière. Donc, Oui. effectivement, oui. Alors, on met les pieds dans le plat, sans vouloir faire de mauvais jeux de mots. Le sujet qui nous intéresse, parce que je continue toujours à m'intéresser aux questions de santé, c'est la spondylarthrite ankylosante, Oui. dont tu es atteinte, pour laquelle tu te bats. On s'était rencontrés effectivement dans les locaux de BePatient il y a 1 an et demi de ça, plus ou moins. Mhm. Aujourd'hui, tu livres une autobiographie sous forme de livre qui s'appelle Plus jamais seul. Alors, pourquoi? Explique-moi, qu'est-ce qui t'a emmené à te livrer dans une autobiographie comme ça? C'est pas, connaissant la jeune femme un peu discrète, même si on verra ton parcours, tu es plutôt quelqu'un de visible. Mais qu'est-ce qui t'a poussé? C'était un coup de cœur? On t'a demandé, on t'a encouragé à le faire? Non, c'est venu de moi. En fait, j'ai vu après la sortie du clip Grande Patiente que, au-delà du fait de communiquer sur la maladie, il y avait un besoin. Parce que on parle peu de ces pathologies invisibles qui isolent beaucoup. Et je recevais beaucoup de messages de gens qui me disaient, effectivement, suite à ce clip, merci parce que ça fait du bien de voir que d'autres vivent la même chose. Et ainsi, on se sent un peu moins seul. Et avec ce cheminement-là, au fur et à mesure du temps, je me suis dit, pourquoi pas aller plus loin. Je prétends pas être le modèle à suivre en écrivant ce livre, mais j'y décris mon parcours sur ces 10 années de vie avec la maladie et je me dis que peut-être ça va servir à certains malades à passer certaines étapes, parce que la maladie, c'est ça, hein, c'est des étapes à passer. Et puis aussi, peut-être que certains proches aidants de malades, parce que c'est pas un rôle facile, pourront également retrouver et comprendre davantage leurs proches. Et puis aussi l'envie de communiquer à tous ceux qui ne sont pas du tout concernés, parce que je pense qu'il est important d'expliquer ce que c'est toutes ces maladies invisibles, et notamment du coup la spondylarthrite, parce que je pense que c'est comme ça qu'on pourra faire un lien entre les gens qui ne connaissent pas du tout ce type de maladie et ceux qui les vivent, et plus il va y avoir de liens, et moins il y aura de solitude et d'isolement, donc ça c'est primordial. Alors, tel que je te vois aujourd'hui, on dirait que tu es dans un bon jour parce qu'on est la spondylarthrite assez ankylosante, assez problème, qu'effectivement il y a des jours bien et des jours moins bien. Les jours où tu es pas bien, effectivement, Coralie met pas les pieds dehors, par exemple. Tout à fait, ouais, c'est vraiment une maladie fluctuante. Et c'est pour ça qu'elle est difficile à comprendre. C'est qu'un jour, ça va aller bien, et l'autre, on a du mal à se lever, on a du mal à marcher parce qu'on est rempli de douleur ou de fatigue aussi, parce que c'est une maladie très épuisante. Donc, effectivement, il y a des jours avec et il y a des jours sans. À tel point que toi, qui avais une carrière, je rappelle que tu es comédienne, Mhm. chanteuse, écrivaine aujourd'hui, auteur, ça a quand même eu un impact sur, alors, bénéfique et moins bénéfique sur le déroulé de la carrière. Parce que, par exemple, tu as dû mettre entre parenthèses ta carrière de comédienne. Oui, tout à fait. C'est vrai que le rythme intense des tournages etc., c'était devenu assez compliqué. Et c'est la raison pour laquelle j'ai dû arrêter et me réinventer. Après, la vie ne s'arrête pas pour autant. Moi, je suis partisane du positivisme. Donc, effectivement, j'ai dû laisser quelque chose de côté, mais j'ai toujours eu l'envie de continuer d'avancer, même si c'était différemment. Donc, il faut juste voir les choses après, autrement. Oui, ça faut savoir rebondir. Est-ce que tu as quitté la carrière de comédienne à regret ou pas? Je pense que tout ce qu'on doit laisser de côté, c'est toujours un moment difficile, parce qu'effectivement, on a des projections toujours dans le futur, on s'imagine des choses. J'avais travaillé pour aussi, hein, au niveau de mes études, de ma formation. Donc, c'est jamais un moment facile de devoir renoncer.
Mais encore une fois, je pense que ce qu'il faut retenir, c'est le rebond après. Voilà, le moment est difficile à passer, mais il ne faut pas rester bloqué dessus, il ne faut pas vivre dans oh, les regrets, oh, c'était bien, oh, ceci, oh, cela. Non, il faut voir l'après. C'est comme ça Oui. qu'on avance. Et d'ailleurs, en une année, il y a ce livre qui sort, mais j'ai lu quelque part que tu t'étais lancé dans une carrière, tu t'étais formé à la sophrologie. Oui, Et tout vous à fait. m'avez pas dit ça? En fait, j'ai réfléchi à une reconversion en me disant, voilà, j'ai envie de faire quelque chose, je ne sais pas quoi, pas comment. Je cherchais un métier adaptable parce qu'effectivement, je ne peux pas travailler comme tout le monde, donc il fallait quelque chose qui puisse s'adapter à mon rythme différent. Et moi, personnellement, en fait, pour la gestion de mes douleurs, j'ai fait beaucoup de sophrologie et d'auto-hypnose. Ça m'aide énormément. Et quand j'ai commencé à réfléchir, bah, c'est venu naturellement pour moi parce que je me suis dit, ça m'a tellement aidé, je travaille tellement ces outils-là au quotidien que bah, ce sera un bonheur de pouvoir aider l'autre du coup, à acquérir ses clés et à se faire du bien à son tour. Et donc, c'est comme ça que je me suis lancée, je me suis formée et je suis installée là depuis un peu plus d'un an dans une maison de santé. Ah oui, ah, pas loin de chez toi, parce Pas loin que de chez moi, tout à fait. là, on peut, sans trop trahir de secret, entrer dans les détails. Ta famille est originaire des Hauts-de-France, de Picardie, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et À donc, le tel lieu, point, c'était de oui. trouver un lieu de travail proche de chez moi, en fait, pour que toutes les conditions soient réunies pour que ce soit positif, en fait, cette reprise d'activité. Oui. Ce qui explique d'ailleurs cette interview aujourd'hui par Skype, parce que tu viens moins souvent à Paris. C'est ça, beaucoup moins. D'ailleurs, tu as une fidélité qui est tout à ton honneur, parce que tu vas jusqu'à faire ta première signature, c'est ça? Chez Oui, toi. c'est ça. Oui, moi j'aime bien la région. C'est toujours un lieu. C'est en fait c'est un peu mon lieu refuge, quoi. J'ai grandi là et j'ai ma famille ici, mes amis, donc c'est un lieu que j'aime beaucoup. C'était déjà important pour moi à l'époque du clip parce que le clip a été entièrement tourné par ici, par chez moi. Et puis là, effectivement. J'ai eu la superbe proposition de Monsieur Denis Flour. En fait, c'est le maire du village où j'ai grandi qui m'a proposé de faire une soirée de lancement pour mon livre. Donc en fait, voilà, ça se passera à la bibliothèque municipale, il y aura dédicaces, lectures, et puis la mairie offre un verre de l'amitié à tous les gens présents. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui me touche et je suis très très heureuse de lancer la sortie nationale du livre ici, en fait, en Picardie. Oui. Qu'est-ce que tu as un certain nombre de signatures, de dates qui sont arrêtées comme ça? Tu vas rencontrer différents médias. Comment ça se passe? Alors, tout est en train de se mettre progressivement en place. C'est vrai qu'il y a des dates de signature qui commencent à se fixer. De toute façon, au fur et à mesure, je partagerai toutes les informations sur ma page Facebook pour que les gens puissent être au courant à l'avance des moments de signature ici ou là en France, en fait. Alors, on va profiter encore quelques minutes, si tu veux bien, de ta présence. Tu disais donc 10 ans de partage du livre. Alors, je n'ai pas lu encore ton livre. Ça m'arrive exceptionnellement, mais là, en l'occurrence, c'est le cas. Donc, je ne peux pas me tabler et te dire que j'ai lu le livre. Mais dans Plus jamais seul, tu reviens sur effectivement 10 ans de vie commune avec ta maladie. Euh, Tu donnes des conseils dans ton livre. Qu'est-ce que c'est quoi? Ou c'est juste un témoignage qui peut aider, comme tu disais tout à l'heure, les uns les autres et dans le témoignage dans lequel beaucoup de personnes se retrouveront. C'est quoi? C'est une espèce de carnet de bord sur 10 ans de comment tu as découvert la maladie et comment tu l'as transcendée? Alors déjà oui, c'est chronologique, c'est-à-dire qu'on commence le livre au moment où je vais apprendre le diagnostic et jusqu'à aujourd'hui. Oui. Euh, Donner des conseils, je ne sais pas si je donne des conseils, mais je donne des astuces qui, moi, m'ont permis de mieux avancer. Mhm. Après, effectivement, ça marche sur certaines personnes, pas sur d'autres. Donc voilà, moi, je livre en tout cas comment moi j'ai dépassé certaines étapes, quelles ont été les aides extérieures que j'ai pu trouver et comment j'ai réussi du coup à continuer d'avancer malgré l'annonce de cette maladie et puis les aléas qui vont avec forcément en fait. Qu'est-ce que tu sais de cette maladie? Parce que je sais que tu œuvres beaucoup auprès d'associations comme Action contre les spondylarthrites. Tu as participé également à la plateforme BePatient. Donc, comment toi tu as appris la maladie? Est-ce que le diagnostic a été posé relativement vite
ou est-ce que tu as été dans une espèce d'errance comme ça médicale? Parce que tu es jeune, hein, on va pas trahir les secrets. En général, on dit qu'on ne demande pas l'âge d'une femme, mais tu as une petite trentaine d'années, J'ai Coralie. 30 ans, 31. Je dis même que j'ai 31 depuis 2 semaines. Oui, donc est-ce que de ce qu'on sait de la spondylarthrite, est-ce que ça touche plus les femmes que les hommes? Est-ce que c'est une population relativement jeune qui est atteinte par cette maladie? Comment tu commences? Oui. Alors, c'est une maladie qui arrive généralement, après, il y a toujours des cas autres, hein, mais qui arrive entre 20 et 30 ans. Donc, finalement, moi, j'ai été diagnostiquée à 20 ans, ce qui n'est absolument pas aberrant, en fait. C'est très, très courant. C'est une maladie qui touche autant les hommes que les femmes, bien qu'on ait cru que c'était une maladie plus masculine pendant des années. C'est comme c'est une maladie qui peut être très longtemps invisible aux examens. Et bien, les femmes, à l'époque, on les renvoyait à l'hystérie, donc forcément. Mais on sait aujourd'hui que y a un ratio égalitaire homme-femme. Moi, j'ai eu énormément de chance parce que mon diagnostic s'est posé très vite. En quelques mois, le mot était posé. Maintenant, il est vrai que dans les faits, c'est complètement autre chose pour la moyenne. On est à 7 ans pour le délai de diagnostic, donc c'est énorme en termes d'errance médicale pour les gens qui sont baladés d'un service à l'autre quand on ne trouve pas ce que c'est. Donc oui, je pense que un des gros objectifs de l'avenir pour la spondylarthrite, ça va être d'améliorer cette démarche de diagnostic pour que ce soit de plus en plus rapide. A priori, on est dans le bon sens. D'après ce que disent les médecins, ce délai de diagnostic commence à diminuer. Mais voilà, on est encore loin de l'acceptable pour les malades, en fait. Mais moi, j'ai eu de la chance. Je dis pas de bêtises, c'est ton papa qui est atteint également de spondylarthrite, non? Oui, tout à fait. C'est pour ça que moi, il y a eu ce diagnostic rapide parce qu'on s'est vite penché sur la spondylarthrite parce qu'effectivement, mon père en était atteint. Alors, on peut décrire de manière très, très large les douleurs les bobos, les désagréments dont tu es atteinte dans les mauvais jours. Parce que là, on te voit dans un bon jour, mais dans les jours moins bons, c'est quoi? C'est du genre à. Est-ce que tu es capable de sortir de ton lit, de mener une vie normale ou c'est plus compliqué? Pour qu'on puisse réaliser ce que ça signifie souffrir de la spondylarthrite ankylosante. Ouais. Clairement, quand ça ne va pas, vivre une vie normale, non. Mais même quand ça va, finalement, en ce moment, j'ai un traitement qui me fait du bien, ça va plutôt bien, mais je n'ai quand même pas une vie normale. De toute façon, même dans les beaux moments. Dans les mauvais moments, là, effectivement, ça devient beaucoup plus compliqué. Et là, on s'éloigne encore plus de la vie normale parce que, effectivement, quand il y a des crises, là, c'est difficile de passer, ne serait-ce que de son lit à son canapé, c'est fatigant, c'est douloureux. Euh, En fait, c'est une maladie qui crée de l'inflammation au niveau des articulations. Donc, on peut avoir des formes de spondylarthrite avec des zones très ciblées, mais d'autres plus élargies. Moi, par exemple, ça touche vraiment l'ensemble de mon corps, toutes mes articulations, donc on en a beaucoup. Et effectivement, quand c'est en crise et que ça devient douloureux, chaque articulation est extrêmement fragilisée, extrêmement sensible, extrêmement douloureuse. Et donc, chaque mouvement est compliqué. De plus, ça crée une perte de mobilité. Hein. On a des mouvements qui sont moins amples en temps de crise parce que effectivement, l'inflammation rend difficile le mouvement. Et comme je disais tout à l'heure, en plus de la douleur, c'est une maladie qui épuise énormément. Donc on est fatigué par les douleurs, on est fatigué par les traitements, hein, parce qu'il y a des traitements de fond assez lourds, mais on est aussi fatigué par la maladie. En fait, on s'est rendu compte, enfin les médecins se sont rendus compte au fil des années que la fatigue dans la spondylarthrite est un symptôme à part entière. Donc la maladie crée de la fatigue et de l'épuisement. Donc du coup, voilà, forcément, autant que les douleurs, la fatigue extrême peut aussi être très handicapante parce que quand on est épuisé, on ne peut pas faire grand-chose en fait. Est-ce que c'est une saison comme l'hiver est une saison qui t'est particulièrement plus difficile aussi à traverser? Oui, tout à fait. L'automne, l'hiver, en fait, je ne sais pas si c'est le temps, on parle aussi beaucoup de pression atmosphérique, de changement de pression atmosphérique, mais ça, clairement, oui, je le ressens à 100% dès que c'est très humide. Tu évoquais les traitements. Mm-hmm. Depuis 10 ans que tu es sous traitement, qu'est-ce qui a changé? Est-ce que les traitements ont évolué? De quelle manière sont-ils plus efficaces, moins lourds, moins contraignants? Est-ce qu'il y a des effets indésirables? C'est quoi les contraintes des traitements qui existent?
Les traitements de fond qui existent, ce sont tout ce qui est biothérapie, les anti-TNF, les anti-interleukines. Depuis 10 ans, oui, il y a eu du progrès, du gros progrès, puisque moi, quand je suis tombée malade, il n'y avait que quelques anti-TNF. Moi qui ai fait beaucoup d'échappements, c'est-à-dire que mon propre corps créait des anticorps contre les traitements au bout d'1 an et demi, 2 ans de traitement, il fallait que je change de traitement. Et j'avais un peu la pression parce que je me disais, oh là là, il n'y en a que tant, 3, 4, 5. Et je me suis dit, quand je suis arrivée au 5e anti-TNF, après, il n'y a plus de solution. Et en fait, si au fur et à mesure des années, ils ont trouvé d'autres choses, il y a des nouveaux traitements qui sont sortis, on a une grosse avantage, les patients atteints de spondylarthrite, c'est qu'il y a de la recherche. Malgré tout, c'est quelque chose de très important à retenir et je trouve que c'est rempli d'espoir. Du coup, c'est de se dire on a une pathologie où des chercheurs passent du temps dessus. Et ça se voit puisqu'effectivement, il y a des traitements nouveaux qui arrivent très régulièrement. Donc, des patients qui ne réagiraient pas à certains traitements ont l'espoir de se dire qu'il y en a d'autres qui arrivent et qui seront peut-être plus adaptés à leur forme de spondylarthrite. Donc, ça, c'est vraiment un point extrêmement positif, cette recherche. Et ces traitements, ils sont lourds ou pas? C'est quoi? C'est des injections, des comprimés à prendre de manière régulière et de manière bien précise, à une heure précise? En quoi ça participe? Alors, les traitements de fond, c'est des injections voilà, des fois, il y en a toutes les semaines, tous les 15 jours, tous les mois, ça dépend de la molécule. Mais donc, ce qui est en fait lourd dans ces traitements, c'est que ce sont des immunosuppresseurs. Donc, forcément, on a moins de défense immunitaire pour répondre à certaines attaques. Donc, par exemple, l'hiver, tous les petits rhumes, les gastro, etc., il faut faire attention parce qu'on les attrape plus facilement et généralement, on a un peu plus de mal à les soigner. Et ces injections, aujourd'hui en France, elles sont faites uniquement en milieu hospitalier, on le rappelle. Hein. C'est pas des injections que tu fais à domicile, si? Si. Oui, tout à fait. Oui. Ouais, ce traitement peut être prescrit effectivement qu'à l'hôpital. Par contre, après, les injections se font à la maison. À part un seul des traitements qui se fait sous perfusion à l'hôpital, sinon les autres, voilà, moi j'ai appris toute seule à me piquer comme une grande et puis maintenant je fais ça à la maison toute seule. Ouais. Tu te vois comment dans une dizaine d'années? Continuer à avancer, espérer que ta maladie soit guérie? En fait, je crois que la maladie, la spondylarthrite, c'est comme on disait tout à l'heure, des hauts et des bas tous les jours. Et donc, ça m'a appris à plus du tout me projeter à 10 ans. En fait, je vis beaucoup plus le jour parce qu'avant, je prévoyais, je me disais, on était mardi, je me disais, ce week-end, je fais ça. Aujourd'hui, il y a toujours un point d'interrogation parce que la maladie peut venir un peu embêter à tout moment. Donc, ça m'a appris à plus long terme de plus faire des plans sur la comète, de plus me projeter à l'extrême. Ça ne m'empêche pas d'avoir plein d'espoir, c'est-à-dire que j'ai plein d'espoir quant à la recherche, quant à oui, pourquoi pas, moi je croise les doigts autant que je peux pour qu'il y ait un traitement découvert pour complètement soigner et guérir, c'est ça. Mais je me projette pas à outrance, je vis chaque bon moment qui est présenté et puis on verra au fur et à mesure. De toute façon, je ne suis pas Madame Irma, donc je ne sais pas, donc on verra. Oui, tu ne vis pas la maladie, pas comme une espèce d'une fatalité qui t'a valu beaucoup de sacrifices. Non, elle m'a valu des sacrifices, hein, c'est évident. Dans le livre, j'explique effectivement que on apprend à faire des petits deuils, hein, c'est des petits deuils tous les jours, un peu au fur et à mesure avec la maladie. Mais je ne le vis pas comme une fatalité, par contre. J'ai accepté, j'ai appris à gérer ces petits deuils, et puis j'en ai fait autre chose, c'est-à-dire que ce que je n'ai pas pu faire ou plus pu faire, je me suis dirigée vers d'autres choses où je les ai fait différemment. Donc, du coup, je ne subis pas la chose. Je mets en place des actions pour faire différemment. Donc, moi, je trouve toujours utile, si ce n'est plus, mais de manière différente, effectivement. Ouais. En un mot, après, promis, je te libère. Il n'y a pas de souci, ça va. On n'a pas les traitements médicamenteux, mais tu parles de la sophrologie à laquelle tu as eu recours et que tu pratiques maintenant. Quels sont les soins qu'on te prodigue pour que tu te sentes bien? Ou est-ce que tu t'adonnes, par exemple, à une pratique du sport régulière? Parce que souvent, l'image qu'on a chez les personnes qui ont des problèmes d'articulation de manière générale, on a souvent tendance à dire vous avez mal, vous avez des problèmes d'articulation, ne bougez pas. Qu'est-ce que tu peux donner comme conseil? Déjà, sur la prise en charge, toi? Oui.
Oui, alors c'est vrai que pendant longtemps on disait ça, hein, problème articulaire, faut pas bouger, faut faire attention. On en revient de ça, on se rend Il faut compte faire, que ouais. comment? C'est exactement le contraire de ce qu'il faut faire. Ouais. Tout à fait. On comprend que le mouvement est hyper important. Alors, en phase de crise très importante, quand il y a énormément d'inflammation, attention, malgré tout, non, parce que le trop de mouvement viendrait du coup renforcer cette inflammation. Par contre, en dehors des grosses crises inflammatoires, là, le mouvement, c'est primordial. Moi, je vais plusieurs fois par semaine chez le kiné, on fait de la mobilisation douce et passive, je fais aussi du renforcement, parce que plus on a de muscles, et ben, plus ça peut soutenir le squelette aussi, malgré tout, donc c'est important. Et aussi au quotidien, chez moi, j'ai appris des étirements, des assouplissements, voilà, des mouvements pour faire grandir l'amplitude articulaire. Et ça, tous les jours, dans le respect de mes limites, bien évidemment. Il y a des moments où je peux plus ou moins, mais en tout cas, toujours dans le respect de mes limites, je mets mon corps en mouvement. Et c'est vrai que je me rends compte que plus j'installe ça, et plus c'est facile et mieux je me sens. Donc, bien évidemment, voilà, il faut écouter son corps. Ça, c'est très important. Il y a des gens qui disent, allez, il faut y aller. Non, il faut quand même, du coup, toujours être à l'écoute de soi. Le maître mot, c'est ça. Il faut écouter ses ressentis, écouter son corps pour le connaître de plus en plus. Et puis, comme ça, on est capable de mettre en place des petites choses au quotidien qui vont faire que ça va être plus simple. Et le mouvement en fait partie. Tu parles plus facilement autour de toi, ben, par le livre déjà, tu affiches plus facilement effectivement que tu es atteinte de cette maladie pour, voilà, Oui. pour prendre les gens au dépourvu, ou pas du tout dans l'idée de te victimiser, mais pour expliquer, pour prévenir, tu es en paix, tu es en harmonie avec cette maladie qui t'accompagne depuis 10 Tout ans à maintenant. Ouais, je suis en paix maintenant. C'est vrai que ça a été tabou dans ma vie pendant pas mal d'années. La sortie du clip a débloqué ça complètement, puisque de toute façon, c'était officiel, j'avais la spondylarthrite. Donc c'est vrai que moi, personnellement, d'avoir lancé à l'époque le clip, ça m'a permis de passer cette étape, de briser ce silence. Et qu'est-ce qu'on se sent bien après, une fois on a avoué les choses. L'idée, c'est pas de présenter la maladie comme une carte d'identité. Attention, je ne suis que ça. Au contraire. Moi, je déteste parler à outrance de ça. J'aime pas la plainte, des choses comme ça. Mais c'est important de communiquer dessus, sinon les gens peuvent pas comprendre. Donc oui, je suis en paix avec le fait d'en parler, heureusement, parce que je pense qu'avec le livre, sinon, je serais pas très à l'aise avec ça. mais, euh, mais oui, non, c'est bon. Moi, je j'ai plus de problème avec ça et je l'assume 100% et tout va bien. Je suis pas que ça en fait, donc du coup, ça va. On le sait, nous on le sait. Euh, euh, Qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil aux personnes qui souffrent de cette maladie? Tu l'as fait. En France, c'est très, très fréquent de se renseigner, de se rapprocher d'une association de patients pour justement rompre l'isolement. Oui, c'est ça. Alors après, que ce soit une association de patients ou autre, le tout, c'est de trouver la chose qui va faire du bien, parce que chaque cas est différent. Il y a des gens qui vont aimer plus ou moins ça, et c'est vrai que c'est une bonne chose, une association de patients, parce qu'on se retrouve avec des gens qui vivent la même chose. Faut être prêt à ça. Il y a des gens qui n'en ont pas envie ou qui sont à une étape de la maladie voilà, qui leur permet pas d'avoir ou cette envie ou ce besoin d'être confronté à d'autres malades. Le tout, c'est de trouver la technique pour effectivement rompre l'isolement. Que ce soit avec d'autres malades, que ce soit avec des personnes qui ne sont peut-être pas atteintes par la même maladie, mais des gens qui vivent des choses aussi difficiles. En tout cas, échanger et communiquer, ou ne serait-ce qu'avec ses proches, en fait. Il y a beaucoup de malades qui ne diseraient rien ou peu à leurs proches parce que peur de déranger, peur de toujours passer pour celui qui est malade et qui, voilà. Ça, il faut oublier ça. Et effectivement, il faut communiquer. Je pense que mon conseil, il est là, c'est parler en fait. Et plus vous allez parler, et moins vous allez vous sentir seul, et plus les gens vont aussi venir vers vous. D'autant plus qu'on rappelle que s'il y a une spécialité en médecine qui bénéficie de travaux de recherche avancés, c'est la rhumatologie, avec, comme tu disais tout à l'heure, des Ouais. traitements innovants qui chaque régulièrement, effectivement, sont de plus en plus performants. Dernière question, promis. Le 23 mars, pour les personnes qui sont, pour Coralie, pour Franck et Dose, le 23 mars, c'est une journée un peu particulière. C'est l'anniversaire de ma maman, mais c'est également la journée nationale de lutte contre les spondylarthrites ankylosante. C'est une date importante pour toi chaque année, le 23 mars?
Ouais, oui, c'est vrai qu'à chaque JNS, je suis présente parce que c'est vrai que c'est le moment d'échanger, de partager, de rencontrer d'autres malades et puis de pouvoir positivement en fait communiquer autour de ça, hein. L'idée, c'est toujours ça, c'est le dialogue. J'aime le côté dynamique et positif parce que c'est ma manière de communiquer autour de la maladie et du coup, c'est un bon moment pour mettre ça en place. Et c'est vrai que cette année, ben, j'y serai encore. Pour présenter cette fois-ci du coup mon livre Plus jamais seul quoique et voilà, pour communiquer autour de ce livre, pour le dédicacer pour ceux qui en auront envie et je serai là. Génial. On va remercier notre précieux ami commun Franck Gérard, qui est le président de l'association contre les spondylarthrites, qui lui-même est atteint de spondylarthrite, mais qui est juste pareil, un peu comme toi, mais avec quelques années de plus, effectivement. Une véritable boule d'énergie quand il s'y met. Merci en tout cas vraiment du message d'espoir et du message de courage que tu donnes. Je te l'avais déjà dit il y a 1 an et demi de ça, il y a voire 2 ans. Merci de tout ce que tu apportes et puis quoi, on va te souhaiter plein de belles choses. Allez, juste comme ça, est-ce que tu t'es dit, allez, est-ce que tu t'es mis un minimum d'exemplaires de ton livre vendu? Même pas. Je me dis mais, au maximum. Non, Alors, même pas en fait. J'espère. Comment? au-delà de ta famille qui va l'acheter, ça c'est sûr. Mais non, je me suis pas mis de nombre en tête. Ce que j'espère au-delà du nombre d'exemplaires, c'est même pas vraiment à ça finalement que j'ai pensé. J'espère qu'il va plaire, j'espère que les gens vont se retrouver. J'espère que oui, que ce livre pourra modestement, hein, je ne me prends pas pour ce que je ne suis pas, mais pourra modestement aider en fait. En fait, c'est ça qu'il faut me souhaiter, c'est que ce livre porte ses fruits et apporte un peu de soutien. Oui. Et moi j'ai une idée, mais peut-être qu'à mon avis c'est en train de germer dans ta tête. L'adaptation de ton livre en téléfilm, non, c'est déjà lancé, c'est déjà évoqué, pas encore? Non, pas du tout. Voilà, à bon entendeur, salut. Bon, écoute, merci en tout cas, Coralie, pour ton enthousiasme, pour ta disponibilité. Plein de belles choses bon, pour ce 25 janvier, qui sera encore une date. On parle de date importante. On a parlé du 23 mars, le 25 janvier, c'est ça, c'est le 25, je ne me trompe pas. 5 janvier, la sortie du livre. Oui, oui. Alors, j'avais dit plus jamais seul. J'avais oublié le quoique. Alors, le Oui, quoique, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Parce que plus oui, jamais seul. c'est important. Plus jamais seul, en fait, le titre, c'est pour dire que finalement, je serai plus jamais seule, puisque la spondylarthrite, cette vieille dame de compagnie, ça sera toujours avec moi, pas le choix. Mais quoique, parce que la maladie isole beaucoup, que dans les moments difficiles, on se rend compte effectivement que, à part le noyau très proche, on perd beaucoup de gens parce que c'est pas facile, effectivement. Et donc voilà, plus jamais seule, quoique. Bon, en tout cas, moi, je te promets que tu seras plus jamais seule, mais je pense que ça, je prêche une convaincue. Je vais t'embrasser, te dire à bientôt, belle Coralie, et plein de belles Merci choses. beaucoup en tout cas pour ce moment et puis à bientôt.